Une ceinture d'astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil à cause de la gravitation solaire et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile. C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique. L'extinction est massive. Il y a 4,5 milliards d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune. Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter en 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. « 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. « 1908, en Sibérie. Ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille.
Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là, et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra. « 1999. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde. Lancée en 2003, elle survolera 2 astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre. Pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il les désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système ? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire ? Un dernier recours simple et efficace, le tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant ? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'1 million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. Km de large, à plus de 20 km/s, elle est aussi grosse que celle qui a anéanti les dinosaures. Armageddon. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais.
Des myriades de couleurs et de lumière. Mais ce n'est que le début du spectacle. La lumière visible, l'arc partie de l'ensemble du rayonnement spectral. Il s'étend des rayons gamma d'un côté aux ondes radio de l'autre. Cette minuscule bande de lumière visible à l'œil nu, c'est le seul rayonnement que nous sommes capables de voir. L'ensemble du rayonnement spectral est invisible. Ce que nous voyons, c'est la réflexion sur les particules de l'atmosphère. Le Soleil, en lumière ordinaire, une infime fraction de son rayonnement, il nous donne cependant des indices. La chaleur que nous sentons sur nos corps, ce sont les rayons infrarouges. Bronzage, ce sont les rayons ultraviolets. Les télescopes optiques ne peuvent voir que la lumière visible, et il manque une grande partie du spectacle. Pour obtenir une vision totale du spectre de l'univers, il faut avoir recours à une astronomie différente. C'est frustrant. Bien que l'orchestre joue toute la partition, nous ne sommes capables d'entendre qu'une petite partie des notes. C'est la même chose dans le ciel. La lumière visible ne représente qu'une note ou deux du spectre. Nous avons besoin de toute la portée, de tout le rayonnement, pour pouvoir entendre l'orchestre. Dans tout le rayonnement spectral, les ondes radio les plus longues. Nous les détectons dans des récipients réservés à cet effet et nous obtenons des photos. Un quasar, le cœur d'une galaxie lointaine. Image que l'on peut voir à la fois en lumière visible et en radio. Enlevez le visible et vous continuez à voir l'onde radio, mais cette fois sous forme de jet. Voici une image optique de la galaxie Centaurus A. La radio montre que tout est en mouvement, conséquence d'une collision galactique. Un pulsar, une étoile minuscule mais extrêmement dense qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde. Grâce aux ondes radio, voir le rayonnement de ces puissants faisceaux. Le long du spectre de l'onde radio à l'infrarouge. L'infrarouge ne peut être détecté dans les régions les plus sèches de la Terre car il est absorbé par la vapeur d'eau. Les sommets des montagnes arides ou les déserts. Et car l'eau au pôle sud est complètement gelée. Pour les astronomes, c'est très important. Il révèle la présence de poussière cosmique chaude. Mais tout comme l'ultraviolet et le rayonnement radio de très grande longueur d'onde, l'infrarouge pénètre très peu notre atmosphère. En gros, seule la lumière visible passe au travers. La plupart des ondes invisibles est absorbée par notre. Pour surmonter ce problème, des détecteurs ont été placés en orbite autour de la Terre. Voici ISO, l'observatoire spatial infrarouge. ISO doit rester froid pour ne pas être aveuglé par son propre rayonnement. Tout ce qui est chaud émet dans l'infrarouge. Les circuits de l'hélium liquide absorbent la chaleur et la ventilent hors du vaisseau. Avec moins de 170 degrés, ISO est le laboratoire le plus froid de l'univers. Pourtant, ces images en infrarouge étaient brûlantes. Ici, dans la constellation, l'infrarouge dévoile de gigantesques nuages de gaz et de poussière, un berceau d'étoiles. En lumière visible, voici l'immense nuage de Magellan, une galaxie très proche de la nôtre. Vu en on découvre de vastes poussières où naissent les étoiles. La galaxie d'Andromède en lumière ordinaire. Et ici, sous différentes longueurs d'onde en infrarouge. Sur les nuages où naissent les étoiles, l'infrarouge nous montre la structure en spirale d'Andromède. Au sein même de notre galaxie, il collecte la lumière provenant des nuages qui se trouvent entre eux. C'est la tâche de ce spectromètre à grande longueur d'onde. Il nous donne des images de nébuleuses sur le point d'accoucher de nouvelles étoiles. Toujours en infrarouge, ISO traque une comète aux alentours de la Terre. Sa queue ressemble à la trace d'un avion à réaction.
En lumière visible, le cœur d'une comète reste dans l'ombre. Mais les rayons infrarouges percent les couches de poussière qui entourent le noyau. La composition d'une comète, une empreinte digitale en infrarouge. En 1987, ISO détecte de la comète Hale-Bopp. Et quand ISO scrute en galaxie, il y détecte également de l'eau en abondance, une source de vie. ISO, un œil sur l'invisible. À l'inverse, le télescope spatial Hubble est réputé pour traquer la lumière visible. Toutefois, il peut également voir de part et d'autre du visible, en infraviolet de l'autre, un peu comme le dévoilement progressif d'un paysage cosmique. En lumière visible, voici un détail de la nébuleuse d'Orion vue par Hubble. À travers la poussière, Hubble découvre des cocons de jeunes étoiles en infrarouge. Toujours en lumière visible, cette photo prise par Hubble nous invite à explorer une autre partie du spectre. Le halo bleu nous vient du rayonnement des ultraviolets dégagés par de jeunes étoiles très chaudes. La galaxie d'Andromède en lumière visible. Mais en ultraviolet, des nuages de gaz, des étoiles massives jeunes. Voici la comète de Halley en ultraviolet. Le bleu sombre représente un hydrogène enveloppant totalement la comète. Une image en accéléré du Soleil. Les ultraviolets révèlent une surface bouillonnante. En ondes plus courtes, c'est-à-dire, voici les régions les plus chaudes et les plus énergétiques, ainsi que la couronne, la chevelée du Soleil. Le ciel tel qu'on le voit la nuit, le même à travers les rayons X. L'observatoire Rosat, placé sur orbite, prend pour cible les taches chaudes du cosmos. Il découvre 60 000 sources de rayons X. Comme cette galaxie avec son noyau turbulent est très probablement 87 sur la gauche. Cette tache le confirme. C'est un jet de matière qui provient d'un trou noir sur une simulation en rayons X. Les vestiges d'une supernova, des rayons X venant des entrailles palpitantes d'une étoile qui a explosé. Voici la nébuleuse du Crabe et son pulsar, les restes d'une étoile qui a explosé. Elle tourne comme une toupie, émettant des faisceaux de lumière comme le ferait un phare. Le pulsar en rayon X, là il est éteint, là il est allumé, et ceci 30 fois par seconde. Les rayons X révèlent toute l'énergie du pulsar, capable d'illuminer la nébuleuse entière. Depuis la navette spatiale américaine, l'observatoire Compton est lâché sur orbite. Il détecte les rayons gamma, le rayonnement le plus énergétique. Compton découvre ici des jets de gaz de 100 millions de degrés éjectés d'un trou noir. Il cartographie les sources des sursauts gamma, provenant de mystérieuses explosions d'énergie. Ils semblent provenir du fin de l'univers. Voici en rayon gamma un panneau de notre galaxie, la Voie lactée. La bande chaude qui la traverse provient de rayons cosmiques entrant en collision avec du gaz interstellaire. La Voie lactée en rayon X. Puis en infrarouge, révélant la présence de poussière. Ensuite, en ondes radio. Et enfin, dans le rayonnement que nous connaissons le mieux, la lumière visible. Ce n'est pas qu'une toute petite partie de l'orchestre cosmique, mais c'est peut-être aussi la plus belle. Une supernova, la mort d'une géante.
Les entrailles de l'étoile, plus de 100 fois la masse du Soleil, s'éparpillent dans l'espace. Mais toute catastrophe est suivie d'une renaissance. De ces débris naissent de nouvelles étoiles. Elles s'enflamment dans des régions comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière, une nébuleuse enrichie par la supernova. Le souffle de l'explosion charrie des métaux comme le fer ou l'or. Les éléments lourds ne se forment que dans les étoiles les plus massives. C'est ainsi qu'une supernova sème sa progéniture. Lors de cette naissance, un nuage de débris s'effondre sous la pression de sa propre gravité. Il forme un disque. Au centre, une étoile commence à briller. Autour d'elle, des anneaux apparaissent, anneaux qui se transforment en planètes. C'est ainsi que notre système solaire s'est formé. La Terre gravite confortablement dans la zone bleue, dite habitable, là où la vie est possible. Une pluie de comètes nous apporte l'eau. Les éclairs sont peut-être un catalyseur pour la vie. Au début, notre atmosphère est chargée de dioxyde de carbone. Mais la Terre a bénéficié de l'explosion de cette supernova. Elle s'est enrichie en phosphore et en sulfure, éléments essentiels à la vie des cellules. Tandis que ces cellules prennent une forme de vie plus évoluée, la végétation enrichit l'air en oxygène. La Terre devient un berceau idéal de vie, ni trop chaud, ni trop froid. Nous sommes exactement à la bonne distance du Soleil. On ne peut pas en dire autant de la planète Mars. C'est un désert glacé et aride où même les jours les plus chauds, les températures dépassent à peine le zéro. En fait, Mars se trouve juste en dehors de la zone habitable. Pourtant, il y a moins d'un siècle, des astronomes ont cru aux Martiens, une civilisation qui aurait creusé un réseau de canaux pour transporter l'eau des pôles. Hélas, ces canaux imaginaires n'ont jamais irrigué de planètes verdoyantes. Mais Mars a peut-être eu des océans, voire même une vie microbienne. On pense que les océans ont disparu parce que Mars était trop petite. Sa faible gravité a laissé l'atmosphère se dissoudre dans l'espace. Privée de tout effet de serre, la planète rouge a gelé. Aujourd'hui, les calottes polaires sont les seuls vestiges encore visibles, mais beaucoup de scientifiques pensent que de gigantesques réservoirs d'eau se trouveraient encore gelés sous la surface. Et qui sait, des microbes survivent peut-être encore là, ou au moins quelques fossiles. Mais si nous trouvons une nouvelle forme de vie dans le système solaire, ce sera probablement ici. Voici l'extraordinaire surface d'Europa, un satellite de Jupiter. Un peu plus petit que notre Lune, Europa est entièrement recouverte d'eau gelée, une épaisseur qui pourrait atteindre 10 km environ. Cette banquise sur Terre ressemble étrangement à celle d'Europa, et en dessous se trouve un océan. Si le phénomène est le même sur Europa, de vastes mers doivent baigner sous la croûte de glace. Elles pourraient être chaudes, réchauffées par l'activité volcanique. Comme dans les océans sur Terre, des cheminées d'eau chaude pourraient faire émerger une vie primitive, des organismes qui se nourrissent plus d'éléments chimiques que d'énergie solaire. Europa doit être explorée, à l'extérieur comme à l'intérieur.
Nous sommes maintenant si loin de la chaleur du Soleil que plus aucune forme de vie ne peut exister. Nous voilà près de Saturne, où la température au sommet de ses nuages est de moins 180 degrés Celsius. Mais la géante gazeuse n'est pas l'objet de notre recherche. Nous nous dirigeons vers le plus gros satellite de Saturne, Titan. Titan est un laboratoire pour l'étude de l'origine de la vie. Avec une température à la surface de moins 200 degrés, c'est un endroit invivable. Mais l'atmosphère nuageuse de Titan a beaucoup d'hydrocarbures. Ils réagissent avec la lumière ultraviolette du Soleil. Les réactions photochimiques produisent des molécules organiques. Ces composés à base de carbone sont les tout premiers stades dans l'évolution d'une forme vivante. Mais il fait trop froid sur Titan pour passer au stade suivant. Titan ressemble à une Terre qu'on aurait mise au congélateur. Son atmosphère, comme la nôtre, est riche en azote. Elle contient des molécules d'eau, ici en bleu, héritées des comètes. Tous les ingrédients de la Terre primitive sont là. Pour faire naître la vie, tout ce dont ils ont besoin, c'est de la chaleur. Cette chaleur, ils l'auront dans 5 milliards d'années, quand le Soleil se transformera en une brûlante géante rouge. Depuis 1983, ce détecteur reste à l'écoute d'éventuels messages extraterrestres venant d'au-delà du système solaire. Avec les sondes spatiales Pioneer et Voyager, des messages ont été envoyés, mais aucune réponse n'est encore revenue des étoiles. Toutefois, la preuve est faite qu'il existe d'autres étoiles qui ont leur propre planète. Parmi celles-ci, il doit certainement y avoir un monde qui ressemble à la Terre. Ces étoiles susceptibles de former des planètes naissent dans des nébuleuses comme celle-ci, des nuages de gaz et de poussière que l'on retrouve au sein de notre galaxie. Les astronomes sont enthousiasmés à l'idée que ces nuages contiennent les premières briques de la vie. Ils sont composés d'eau et de molécules organiques. Quand une étoile se forme au cœur d'un nuage qui s'effondre, le disque qui en émerge tourne autour de son centre, débarrassé de ses débris. Ces débris forment des planètes. Voici une véritable étoile avec un disque protoplanétaire. Puis une autre, toutes deux photographiées par le télescope spatial Hubble. Cette animation nous montre l'étoile Beta Pictoris. Dans la partie centrale et nettoyée du disque, une planète tourne en orbite. Nous ne sommes peut-être pas capables de voir une planète, mais nous savons qu'elle est là, car elle exerce une attraction gravitationnelle sur l'étoile, ce qui la fait légèrement osciller. Les astronomes détectent cette oscillation au moyen de l'effet Doppler. L'étoile est bleue quand elle avance vers nous et rouge quand elle s'éloigne. Cette image du télescope Hubble est une énigme. Elle montre un couple d'étoiles qui semble avoir éjecté une planète. Cette longue trace nous conduit vers elle. Serait-ce la première image prise en direct d'une planète en dehors de notre système solaire? Celle-ci n'est pas une planète. C'est une naine brune. Elle fait plus de 50 fois la masse de Jupiter, mais elle est encore trop petite pour être une étoile. Jusqu'ici, de toutes les étoiles autour desquelles une planète a été découverte, aucune ne pourrait abriter la vie. Cette planète-ci gravite trop près de son étoile. Celle-là a une orbite trop lointaine. Quand nous trouverons enfin une planète comme la Terre, elle nous semblera certainement beaucoup plus étrange que nous ne l'avions imaginé.
Une ceinture d'astéroïdes qui gravitent entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil à cause de la gravitation solaire et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile. C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique. L'extinction est massive. Il y a 4 milliards et demi d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune. Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter en 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. « 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. « 1908, en Sibérie. Ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille.
Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là, et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra. « 1999. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde. Lancée en 2003, elle survolera 2 astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre. Pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il les désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système ? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire ? Dernier recours simple et efficace, le tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant ? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'1 million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. Km de large, à plus de 20 km secondes, elle est aussi grosse que celle qui a anéanti les dinosaures. Armageddon. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais.
Des myriades de couleurs et de lumière. Mais ce n'est que le début du spectacle. La lumière visible, l'arc de l'ensemble du rayonnement spectral. Il s'étend des rayons gamma d'un côté aux ondes radio de l'autre. Cette minuscule bande de lumière visible à l'œil nu, c'est le seul rayonnement que nous sommes capables de voir. L'ensemble du rayonnement spectral est invisible. Ce que nous voyons, c'est la réflexion sur les particules de l'atmosphère. Le Soleil, en lumière ordinaire, une infime fraction de son rayonnement, il nous donne cependant des indices. La chaleur que nous sentons sur nos corps, ce sont les rayons infrarouges. Le bronzage, ce sont les rayons ultraviolets. Les télescopes optiques ne peuvent voir que la lumière visible, et il manque une grande partie du spectacle. Pour obtenir une vision totale du spectre de l'univers, il faut avoir recours à une astronomie différente. C'est frustrant. Bien que l'orchestre joue toute la partition, nous ne sommes capables d'entendre qu'une petite partie des notes. C'est la même chose dans le ciel. La lumière visible ne représente qu'une note ou deux du spectre. Nous avons besoin de toute la portée, de tout le rayonnement, pour pouvoir entendre l'orchestre. Dans tout le rayonnement spectral, les ondes radio les plus longues. Nous les détectons dans des récipients réservés à cet effet et nous obtenons des photos. Un quasar, le cœur d'une galaxie lointaine. Image que l'on peut voir à la fois en lumière visible et en radio. Enlevez le visible et vous continuez à voir l'onde radio, mais cette fois sous forme de jet. Voici une image optique de la galaxie Centaurus A. La radio montre que tout est en mouvement, conséquence d'une collision galactique. Un pulsar, une étoile binôme, mais extrêmement dense, qui tourne sur elle-même 30 fois par seconde. Grâce aux ondes radio, voir le rayonnement de ces puissants faisceaux. Le long du spectre de l'onde radio à l'infrarouge. L'infrarouge ne peut être détecté dans les régions les plus sèches de la Terre, car il est absorbé par la vapeur d'eau. Les sommets des montagnes arides ou les déserts, car l'eau au pôle sud est complètement gelée. Pour les astronomes, c'est très important. Il révèle la présence de poussière cosmique chaude. Mais tout comme l'ultraviolet et le rayonnement radio de très grande longueur d'onde, l'infrarouge pénètre très peu notre atmosphère. En gros, seule la lumière visible passe au travers. La plupart des ondes invisibles est absorbée par notre. Pour surmonter ce problème, des détecteurs ont été placés en orbite autour de la Terre. Voici ISO, l'observatoire spatial infrarouge. ISO doit rester froid pour ne pas être aveuglé par son propre rayonnement. Tout ce qui est chaud émet dans l'infrarouge. Les circuits de l'hélium liquide absorbent la chaleur et la ventilent hors du vaisseau. Avec moins de 170 degrés, ISO est le laboratoire le plus froid de l'univers. Pourtant, ces images en infrarouge sont d'une qualité brûlante. Ici, dans la constellation, l'infrarouge dévoile de gigantesques nuages de gaz et de poussière, un berceau d'étoiles. En lumière visible, voici l'immense nuage de Magellan, une galaxie très proche de la nôtre. Vu en on découvre de vastes poussières où naissent les étoiles. La galaxie d'Andromède en lumière ordinaire. Et ici, sous différentes longueurs d'onde en infrarouge. Sur les nuages où naissent les étoiles, l'infrarouge nous montre la structure en spirale d'Andromède. Au sein même de notre galaxie, il collecte la lumière provenant des nuages qui se trouvent entre eux. C'est la tâche de ce spectromètre à grande longueur d'onde. Il nous donne des images de nébuleuses sur le point d'accoucher de nouvelles étoiles. Toujours en infrarouge, ISO traque une comète aux alentours de la Terre. Sa queue ressemble à la trace d'un avion à réaction.
En lumière visible, le cœur d'une comète reste dans l'ombre. Mais les rayons infrarouges permettent les couches de poussière qui entourent le noyau. La composition d'une comète, une empreinte digitale en infrarouge. En 1987, ISO détecte de la comète Hale-Bopp. Et quand ISO scrute en galaxie, il y détecte également de l'eau en abondance, une source de vie. ISO, un œil sur l'invisible. À l'inverse, le télescope spatial Hubble est réputé pour traquer la lumière visible. Toutefois, il peut également voir de part et d'autre du visible, en infraviolet de l'autre, un peu comme le dévoilement progressif d'un paysage cosmique. En lumière visible, voici un détail de la nébuleuse d'Orion vue par Hubble. À travers la poussière, Hubble découvre des cocons de jeunes étoiles en infrarouge. Toujours en lumière visible, cette photo prise par Hubble nous invite à explorer une autre partie du spectre. Le halo bleu nous vient du rayonnement des ultraviolets dégagés par de jeunes étoiles très chaudes. La galaxie d'Andromède en lumière visible. Mais en ultraviolet, des nuages de gaz, des étoiles massives jeunes. Voici la comète de Halley en ultraviolet. Le bleu sombre représente un hydrogène enveloppant totalement la comète. Une image en accéléré du Soleil. Les ultraviolets révèlent une surface bouillonnante. En ondes plus courtes, c'est-à-dire voici les régions les plus chaudes et les plus énergétiques, ainsi que la couronne, la chevelée du Soleil. Le ciel tel qu'on le voit la nuit, le même à travers les rayons X. L'observatoire Rosat, placé sur orbite, prend pour cible les taches chaudes du cosmos. Il découvre 60 000 sources de rayons X. Comme cette galaxie, avec son noyau turbulent, est très probablement